Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Louis Kamako, Credo Tété et Horus Donkovi. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale défend son indépendance. Plusieurs rumeurs circulent depuis plusieurs mois ou plusieurs années déjà, ça dépend, sur la dépendance de la CEDEAO des réseaux internationaux, des États étrangers, des États qui ne seraient pas membres de cette organisation, qui lui dicteraient la conduite à suivre et qui financeraient également ses activités. L'organisation tente de montrer ou de prouver qu'elle s'autofinance et qu'elle est responsable et maître de ses décisions. Selon des documents véhiculés, la CEDEAO serait financée à 90% par des États membres et des prélèvements se feraient régulièrement sur le compte de ces États pour permettre à l'organisation de fonctionner. En ce qui concerne les décisions, des informations fournies par la CEDEAO font état de réunions régulières des ministres des Affaires étrangères qui discutent en profondeur des questions et qui font des propositions aux chefs d'État et de gouvernement qui décident en dernier ressort sans l'influence d'un État étranger. Nous en parlons avec nos invités, suffisant plutôt pour changer la tendance selon laquelle la CEDEAO serait financée de l'extérieur. C'est la question qu'on se pose. Horus Donkovi, la CEDEAO défend son indépendance, défend son indépendance. L'organisation serait financée à presque 100% par des fonds internes. Bon, je sais pas, est-ce que la CEDEAO est au courant quand même que les populations qu'elles ont environ 500 chaînes télé, 300 et quelques chaînes radio, sans compter l'internet, les journaux en ligne, et ainsi de suite. Je sais pas s'ils sont au courant. Parce que... Pourquoi cela? Ah ben oui, parce que, alors, elle dit, elle finance. Mais c'est pas le problème. C'est-à-dire, la CEDEAO est composée d'États. Les hommes d'État sont pistonnés par qui? Encadrés par qui? Poussés à la tête des États par des structures qui viennent de qui? Les sous qu'ils donnent, leurs États déjà, la plupart sont surendettés. Donc les prêts, ils viennent de qui? De quel État? Subventionnés par qui et pistonnés par qui? Lorsque la CEDEAO naît, je donne un exemple, à l'époque il y a les réseaux FOCAR. Et tout le monde sait que les réseaux FOCAR c'était la France-Afrique et qu'elle pistonnait un certain nombre de chefs d'État. Effectivement oui, on vous dira la CEDEAO est indépendante, mais les chefs d'État en question ils étaient mis dans le réseau par qui? Protégés par qui? Encadrés par qui? Avec des bases françaises de qui? Des fois des bases étrangères de qui? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous avez nos hommes d'État, je sais que c'est des choses qui sont subtiles. Ne serait-ce que pour construire, par exemple, un certain nombre de bâtiments, il faut aller prendre l'expertise d'ailleurs. Ce qui ne se fait pas dans d'autres continents. Si vous avez un bâtiment à construire, que vous prenez des experts chinois, vous prenez des experts français, des experts américains, et ainsi de suite, c'est eux qui maîtrisent votre bâtiment. Ils savent ce qu'ils ont mis dedans. Vous avez des informations sensibles. Lorsque vous utilisez votre PC, les serveurs, la conception de ces serveurs, la conception de vos portables et ainsi de suite, qui les fournit, qui en fait l'entretien, même le câble sous-marin, il n'est pas à vous. C'est à toutes les strates. Lorsque vous avez, par exemple, vous êtes un homme puissant, d'accord, et que même dans votre intimité, vous ne vous soignez pas dans votre pays. Vos enfants sont à l'extérieur. Votre épouse est à l'extérieur. On a même des chefs d'État. C'est vrai que là, je ne parle pas de CEDEAO, mais on a même des chefs d'État qui ne sont carrément pas dans leur pays. Mais vous pensez être garant de la crédibilité, de l'intégrité, de la légitimité de quoi? Pas grand-chose. Pour vous, tout ce que la CEDEAO dit là n'est pas réel, vu qu'il y a des ressources extérieures qui viennent. Mais bien sûr. Sur ces différents domaines que vous venez d'élister. Mais bien sûr, c'est un secret pour personne. Ça s'est vu au fil des années. Et d'ailleurs, le problème avec la CEDEAO, si elle se défend, parce qu'on ne l'a jamais vu se défendre comme ça. Ouais. Donc si elle se défend, c'est parce qu'elle a été attaquée. Mais il faut bien comprendre, elle a été attaquée par des États qui étaient membres de la CEDEAO.
Il ne s'agit pas de population, de populace qui est dans, comment dirais-je, dans la lubie, qui s'est fait des films, qui a regardé 3, blockbusters d'Hollywood. Il ne s'agit pas de ça. Les accusations viennent de pays qui étaient fondateurs de la CEDEAO. Donc des pays où vous avez des intellectuels, vous avez des militaires, ils ont fait de la coopération, ils ont fait des groupes interarmés, ils étaient dedans depuis 10, 15, 20, 30 ans. C'est eux qui disent que la CEDEAO n'est pas indépendante. Et la CEDEAO dit qu'elle est indépendante. Donc quand la CEDEAO dit qu'elle est indépendante, il faut bien qu'elle comprenne que non, il ne s'agit pas de vulgaires populations qui ne sont pas... Non, il ne s'agit pas de ça. Pour vous, la population n'est pas convaincant. Alors, il s'agit... Je précise, il s'agit d'États qu'il dit. Oui. C'est-à-dire, ils ont tellement dit qu'ils ont fait sécession. Oui. Bon, il faut ça montre à quel point c'est sérieux. Voilà, il faut quand même qu'on ait... C'est une question d'honnêteté intellectuelle. On ne va pas dire que 3 États, avec la puissance économique qu'ils ont, la puissance démographique qu'ils ont, avec les intérêts qu'ils avaient dans la CEDEAO, avec le problème qu'aurait pu leur causer une sécession, disent qu'ils quittent la CEDEAO sans argument valable et solide. C'est pas possible. Maintenant, dans les faits, même nous qui sommes au Togo, on sait ce que les compromissions de la CEDEAO nous ont coûté. Quand il y avait un certain nombre de choses ici, et qu'on disait la CEDEAO a dit. Donc on n'a pas besoin, on n'a même pas besoin d'avoir, parce que très souvent quand il y a ça, après on a des actes, on dit non, oui, il y a un groupe qui est en train de manipuler. Non, les gens l'ont vécu dans leur chair. Ils l'ont vécu en années. Et ils ont vu, que ce soit dans les pays voisins ou dans leur propre pays, qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, à leur grand étonnement, on voyait la CEDEAO appuyer. Donc à un moment, oui, on peut bien se poser la question de savoir la CEDEAO a été construite pourquoi si elle ne défend pas les peuples. Et maintenant, oui, en vertu de son positionnement, on est bien en droit. Quand par exemple, je donne un exemple pour la dernière friction qu'il y a eu entre le Bénin et le Niger, quand on a appris que il y avait quelques passages touristiques de troupes étrangères du côté du Bénin. Ouais. On avait la Côte d'Ivoire qui était tout vent debout en disant qu'elle va attaquer un pays qui est 2-3 fois plus grand qu'elle, alors qu'elle n'a pas de frontière directe. Tout le monde était en droit de se demander, ah ouais d'accord, mais il compte sur quel armement? Vous n'avez pas réussi à sécuriser votre territoire sans avoir un conflit sur une dizaine d'années. Et vous estimez que vous avez les ressources pour attaquer un territoire qui est 2-3 fois plus grand. Vous comptez sur quelles ressources financières, militaires? Celle de la CEDEAO. Celle de la CEDEAO? Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous, Russe Donkovi, en tout cas. Ça fait réfléchir. Louis Kamako, la CEDEAO se défend d'être indépendante. Oui, mais c'est face aux accusations et aux rumeurs qui s'excuse, en fait, s'accuse, en fait. Qui s'excuse, s'accuse. Je veux commencer par là, parce que tel que Donkovi l'a dit, je ne vois pas en quoi est-ce que la CEDEAO est indépendante, en fait. C'est-à-dire que quand on nous dit que 90% ou bien un certain nombre de pourcentages, en fait, de l'économie ou de l'institution sous-régionale est financée par elle-même, je me demande le reste des fonds, ça vient d'où? Ça veut dire que ce n'est pas un financement total. L'indépendance, quand on parle d'indépendance, elle est entière. Il n'y a pas une indépendance à moitié. Et donc, ça veut dire tout simplement que quelque part, l'institution telle qu'elle le pense n'est pas aussi indépendante comme cela se doit. Ça, c'est une évidence. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que la CEDEAO va la nier. Je vais pas être trop grave envers l'institution, mais je crois que il y a des choses en fait factuelles sur lesquelles nous pouvons justement nous tabler pour dire que l'institution n'a jamais été indépendante. C'est pas si vous soutenez, si vous vous rappelez de cette phrase-là d'un président français qui disait que je vais appeler le président de la CEDEAO pour voir quel type de sanctions infliger aux États. On parlait de Macron à l'époque, de sanctions contre et ça veut dire les États du Sahel. Phrase-là, je pense que cette phrase-là résume tout. Et ça contredit en fait la sortie de la CEDEAO selon laquelle elle est indépendante. Et quand elle dit que cette décision se prenne entre chefs d'État sur proposition d'un ministre des Affaires étrangères, c'est pas suffisant pour vous convaincre? Non, mais sous la coupole d'une puissance étrangère. Et la puissance étrangère ici qui s'est dévoilée au grand jour, c'est Emmanuel Macron. Parce que c'est la France. C'est la France en fait.
Et c'est parce que le président français même a dit qu'il devait appeler Nana Addo Akufo, qui était à l'époque le président du Ghana. Et président en exercice de la CEDEAO. Et avec le cours des événements, à la suite des événements, on l'a vu. Quand les sanctions ont été prises par la CEDEAO contre le Mali et après contre le Burkina Faso, on a vu que ces sanctions ont été soutenues par la France et l'Union européenne. Ça veut dire tout simplement que tout ce que cette institution fait, ou bien toutes les décisions qu'elle prend, viennent peut-être d'une puissance étrangère. La preuve, on en est là. Ça peut ne pas venir de là, mais que les gens trouvent ça logique et qu'ils soutiennent. Pourquoi est-ce que ces gens-là s'y mêlent? Oui, ils peuvent trouver logique et soutenir. Si vous permettez... Ils peuvent trouver logique et donc soutenir. Si vous permettez, moi je vais donner tout juste une anecdote. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé lors de la crise grecque et que la Chine a voulu intervenir? La réaction de l'Union européenne. Je m'arrête là. Quelle a été la réaction de l'Union européenne lorsque la Chine a voulu profiter de la crise grecque? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc, moi, l'indépendance en réalité dont parle la CEDEAO n'a jamais été effective. Vous avez une institution qui n'arrive pas à résoudre les petites crises en fait. Vous avez une institution qui ouvre les dialogues et qui ne les ferme jamais. On peut être indépendant et ne pas être efficace sur la résolution des conflits. C'est deux choses différentes. Si vous n'êtes pas efficace, ça veut dire que vous recevez des ordres quelque part. Et qu'à un moment donné... On peut ne pas recevoir d'ordre, mais mal s'y prendre. Je suis en train de raisonner. En fait. Oui, je montre juste les limites. Si vous recevez des instructions, des directives de quelque part et que à la longue, vous vous rendez compte que les directives ou bien les consignes que vous recevez d'ailleurs ne collent pas avec la réalité du terrain, vous êtes obligé, vous êtes calé. Et donc là, vous restez dans le statu quo pour avancer. C'est pour ça que je dis que l'institution ouvre les dialogues, mais ne les ferme pas. Je me souviens justement de ce dialogue-là qui a été ouvert le 10 février 2018 au Togo. Un dialogue qui a le 27e dialogue inter-togolais entre les acteurs togolais que la CEDEAO a ouvert et qui n'a jamais fermé. Et ça veut dire tout simplement que l'onction était venue de quelque part et que sur le terrain, l'institution sous-régionale a constaté que les directives reçues ne collent pas ou bien ne s'adaptent pas à la réalité du terrain. Donc, elle était obligée justement de laisser ce dialogue-là comme ça. Et c'est comme ça, quoi. Donc, je crois que ce qu'on dit, c'est une évidence d'autant plus que d'abord, on dit que l'institution ne s'autofinance pas totalement. Il y a un pourcentage qui est pris en compte. Et donc, la question prépondérante à laquelle on devait répondre, le reste du pourcentage ou bien le reste du financement vient d'où? Donc, je crois que ce qu'on dit, c'est une évidence, d'autant plus que la CEDEAO n'arrive pas à à favoriser l'intégration des peuples et que quand vous êtes dans la sous-région, vous pouvez pas circuler librement et tout. Donc, je pense que tout cela rentre aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler la dominance ou bien la domination d'un État étranger. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Credo TT, la CEDEAO se défend d'être indépendante. Elle ne dépendrait pas politiquement ni financièrement d'une autre communauté ou d'une autre puissance. Je ne sais de quelque autre décideur que ce soit. C'est ses propres membres, chefs d'État et de gouvernement, qui prennent des décisions et c'est les États qui financent le budget de la CEDEAO. Oui, je voudrais parler d'une CEDEAO que je maîtrise un peu, par la CEDEAO qui, ces derniers moments, avec ces mésententes avec les pays de l'AES, certaines décisions que nous avons tous déplorées sur ce plateau pour dire qu'il y a des décisions à l'extrême dont la CEDEAO pouvait faire économie. Mais je voudrais réfléchir sur la CEDEAO, cette CEDEAO qui s'appuie sur un cadre institutionnel qui est assez rigoureux, où chaque État membre a son mot à dire et joue un rôle essentiel dans l'élaboration des politiques régionales. Je voudrais également qu'on puisse interroger le fonctionnement de la CEDEAO. Aujourd'hui, le fonctionnement de la CEDEAO, c'est un fonctionnement collectif. Et le fonctionnement collectif, donc, c'est comme une pyramide inversée. Donc, il y a la conférence des chefs d'État, qui est l'organe de décision au niveau suprême, au niveau de la CEDEAO. Il y a la commission
de la CEDEAO, dont le siège est à Abuja, la commission de la CEDEAO qui élabore les programmes, qui met en œuvre les décisions issues de cette conférence des chefs d'État, ou bien ce que habituellement nous appelons le sommet des chefs d'État. Donc, il y a toute une définition, et si nous considérons l'instance suprême de décision de la CEDEAO, qui est la conférence des chefs d'État ou bien le sommet, donc c'est dire que toute la politique ou bien toutes les grandes décisions viennent de cette instance, quitte à la commission de la CEDEAO aujourd'hui, avec ce démembrement, de mettre en œuvre les grandes décisions et les orientations qui sont données par les premiers responsables, qui sont les chefs d'État de la CEDEAO. Ce qu'on reproche à ces chefs d'État, c'est d'être dépendants de l'extérieur quand ils veulent prendre leurs décisions. Non, dépendant de l'extérieur, donc moi je voudrais plutôt aller, si sur le plan individualité, peut-être qu'on a des choses à reprocher à certains chefs d'État, et nous l'avons vu dans la crise avec le Niger, avec la prise du pouvoir par les militaires sous la conduite du général Tiani. Il y a eu des erreurs que la CEDEAO a commises et des erreurs que nous avions déjà dénoncées ou critiquées sur ce plateau, parce que ça saute aux yeux. Donc il y a des choses, on ne peut pas essayer de vouloir cacher le soleil par la main. Maintenant, si nous revenons sur le financement de la CEDEAO, la CEDEAO n'est pas dans une posture aujourd'hui de défense, mais dans un rôle de pédagogie pour que l'information, on suppose que l'information, les gens n'ont pas les informations à temps ou bien suffisamment. Donc si la CEDEAO dit que 90% de ces ressources sont supportées ou bien proviennent des États membres, donc c'est dire c'est par les cotisations et c'est par les impositions au niveau des taxes intracommunautaires. Maintenant, logiquement, tout esprit bien forgé va se poser la question, et les 10% pour atteindre les 100%. Mais il faut dire, même toute organisation assez solide a toujours besoin de partenaires. Et lorsque vous avez un partenaire, c'est un partenaire en développement qui soit aussi bien technique que financier. Et si nous prenons aujourd'hui les partenaires importants de la CEDEAO, on peut citer l'Union européenne, on peut citer les actions de l'Allemagne, les actions de la Chine et les actions de l'Espagne. Et donc c'est ces pays qui décident... non, nous ne le disons pas. Je ne suis pas allé sur ce terrain. Non. Je parle en termes de partenaires. Pour toute association, même que nous avons, loi 1901, si vous interrogez les premiers responsables, ils vous parleront des partenaires qui interviennent, techniques et financiers qui interviennent dans certains domaines stratégiques qui accompagnent nos structures. Mais vous serez étonnés lorsque je vais vous apprendre que la France n'est même pas parmi les 5 premiers partenaire stratégique de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous nous en direz? Donc, c'est dire que aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, c'est vrai, certains chefs d'État qui ont incarné un certain leadership ont péché. Si les 3 pays que sont le Mali, le Niger, le Burkina sont aujourd'hui sortis de la CEDEAO, donc on a des choses, on peut reprocher des choses individuellement à des postures qu'auraient prises certains chefs d'État, membres de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, mais essayer de jeter l'anathème sur tout le fonctionnement de la CEDEAO. Donc je dis, et lorsqu'on parle même de cadre institutionnel, vous l'avez dit dans votre développement, il y a les mécanismes d'élaboration jusqu'aux prises de décision. Il y a le Conseil des ministres, et le Conseil des ministres est au plan diplomatie, au plan financier. Donc les décisions sont, les recommandations sont élaborées par les ministres de ces États membres, que ce soit en termes de diplomatie comme de finances, pour l'aspect budgétaire, pour tous les aspects qui peuvent donner un souffle financier à la communauté. Donc, si nous considérons tous ces aspects, aujourd'hui, c'est un regret. Je dis c'est un regret que ces 3 pays soient sortis de la CEDEAO, parce que ce n'était pas l'intention des pères fondateurs de la CEDEAO, dont aujourd'hui, demain, nous allons fêter les 20 ans de disparition d'un des pères fondateurs de la CEDEAO, le feu général Gnassingbé Eyadema. Merci beaucoup à vous, Credo Tété également, à vous, Russ Donkovi et Louis Kamako. Une très bonne transition pour nous, pour arriver sur notre 4e sujet. On va l'aborder tout à l'heure, mais ce sera après cette pause.